Le Dashnak Tsutsun, le plus grand parti politique de la diaspora arménienne en France, se présente comme une organisation pacifique et inoffensive. Cette vision est souvent renforcée par les Dashnak eux-mêmes et leurs partisans, non seulement en France, mais aussi par certains analystes politiques en Arménie. Mais est-ce vraiment le cas ? Et pourquoi l'histoire et les activités de ce parti sont-elles si étroitement liées au fait que l'Arménie est le seul pays monoethnique du Caucase du Sud, l'une des régions multiethniques les plus complexes du monde ? Et l'Arménie est entourée de 4 côtés par 4 États multiethniques, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Turquie, l'Iran. Ici, les villages voisins parlent des langues différentes. C'est l'une des régions politiques les plus complexes du monde. Ici, la monoethnicité de l'Arménie ne peut pas être le résultat de processus évolutifs naturels comme au Japon ou en Islande. Ici, elle est le résultat d'un nettoyage ethnique. Après tout, il n'existe pas de deuxième état de ce type sur la planète. Toute l'architecture azerbaïdjanaise a été rayée de la surface de la Terre, ne laissant qu'une mosquée bleue au centre des Révans. D'ailleurs, on ne cesse de répéter qu'il ne s'agit pas d'une mosquée azerbaïdjanaise, mais persane. Vous savez, j'ai répondu un jour qu'au centre de Bakou, il n'y avait pas d'église arménienne, mais russe, parce que leur logique est que l'Azerbaïdjan faisait alors partie de la Perse, et qu'il y avait donc une mosquée perse. Mais je dirais que lorsque l'église arménienne était construite, c'était sous l'Empire russe, en 1871, si je ne me trompe pas. Toute l'architecture azerbaïdjanaise a été détruite. Tout, absolument tous les toponymes et hydronymes ont été renommés. Où voit-on cela ? Connaissez-vous un autre pays comme celui-ci ? Tous les Azerbaïdjanais ont été expulsés, il n'en reste plus un seul. Seul Hitler a rêvé d'une telle chose, il voulait renommer les villes, il allait détruire des villes aussi belles que Paris, Leningrad, Prague, Cracovie, etc. Il allait le faire, mais il ne les a pas détruites. Mais les Arméniens ont réussi, ils les ont détruites. Il rêvait aussi d'une Allemagne mononationale, mais il n'y est pas parvenu. Les Arméniens ont réussi à créer un pays mononational, voyez-vous. Il n'y a pas d'autre pays de ce type. Toute l'architecture azerbaïdjanaise a été détruite et toute l'architecture albanaise s'appelle maintenant architecture arménienne. Ici, nous disons « Mamaj est passé ». Mamaj est passé par la Russie. Regardez l'anneau d'or. Il a préservé toute la couleur de l'architecture russe. Et les Arméniens ont détruit à Erevan le magnifique chef-d'œuvre médiéval qu'est la forteresse d'Irevan et le palais de Sardar que l'on appelait le meilleur bâtiment de l'Orient. Ils ont donc tout réitéré au Karabakh, il ne reste que 2 mosquées, sur 67. Mamaj est passé par là. C'était un symbole de barbarie, mais Mamaj a préservé les églises russes. Je le répète, regardez l'anneau d'or. Et qui est passé par ici ? En 30 ans, seules 2 mosquées sur 67 ont survécu. 2 seulement. Ils les ont démantelées, brique par brique, n'ont gardé un seul clou, et se sont jetés comme des sauterelles pour les démanteler, vendre tout, fenêtres, portes, toilettes. Cette population profite depuis des siècles. Cela n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Et ce, sur un territoire équivalent à celui du Liban. Imaginez qu'un territoire équivalent à celui du Liban soit en ruine, et l'Azerbaïdjan doit tout reconstruire. Et quelqu'un dit, pourquoi est-ce si grave ? Et l'Arménie elle-même était dans le même état. Je le répète encore une fois, ce n'est pas mauvais, c'est... Appeler cela de la barbarie, c'est ne rien dire. Voici ce qu'écrit le scientifique arménien Korkodian, qui a d'ailleurs été cité par un autre scientifique, Lalayan. Selon les données statistiques de 1916, 373 582 Azerbaïdjanais vivaient dans la province d'Irevan. Dans ses recherches, Korkodian a donc montré qu'au moment de l'établissement du pouvoir soviétique à la fin de 1920, c'est-à-dire seulement 4 ans plus tard, il n'y avait pas plus de 10 000 personnes. Imaginez, pas plus de 10 000. Et il donne des données statistiques exactes, des résultats de recherche. À la suite du génocide des Azerbaïdjanais en 1918-1920, environ 130 000 Azerbaïdjanais ont été tués et environ 240 000 Azerbaïdjanais sont devenus des réfugiés, et ce en 2 ans seulement. C'est de là que vient le chiffre des 10 000 Azerbaïdjanais restants.
Nous ne parlons pas du fait qu'avant 1916, après la réinstallation des Arméniens en Russie, dont les Arméniens n'aiment pas parler, ils ont commencé, comme l'a noté Griboyedov, à évincer les Azerbaïdjanais sur les terres des propriétaires musulmans. En d'autres termes, avant 1916, la population a également été expulsée au cours du siècle. Mais c'est l'année 1916 qui a été fixée par les scientifiques arméniens. Je le répète encore une fois, il ne restait plus que 10 000 habitants sur 380 000 environ. C'est ainsi que l'Arménie est devenue mononationale, et ce n'est même pas mauvais, il est difficile de trouver les mots pour décrire ça. Enfin, il y a même eu un décret de Staline sur la réinstallation de la population azerbaïdjanaise d'Arménie en Azerbaïdjan. Nous sommes habitués au fait qu'à l'époque soviétique, il y avait de nombreux décrets de Staline, tels que la réinstallation des Tchétchènes, des Ingouches et des Tatars de Crimée. Mais ici, nous ne parlons pas de la réinstallation des Azerbaïdjanais, mais seulement de celle des Azerbaïdjanais vivant en Arménie. En d'autres termes, les Azerbaïdjanais vivant en Azerbaïdjan, en Géorgie ou au Daghestan n'étaient pas concernés. C'est ce qu'on appelle nettoyer l'Arménie des Azerbaïdjanais. Voici le décret de 1948, ou plutôt de 1947. Aldorova Sergia, née dans une famille cultivée, elle a été réfugiée à plusieurs reprises. Enseignante honorée de la République socialiste soviétique d'Arménie, membre du 19e congrès des enseignants de l'Union soviétique. En 1968, j'ai participé au congrès des enseignants de l'Union. Je me souviens que Mikoyan lui-même a rencontré la délégation des enseignants et qu'il m'a parlé. Je connaissais l'arménien aussi bien que lui, et il pensait donc que j'étais également arménienne. Lors de cette réunion, il a dit avec satisfaction qu'ils avaient réussi à expulser les Turcs d'Arménie. Il a dit que désormais, nous, les Arméniens, avions assez d'espace et que tout irait encore mieux une fois que le Karabakh nous appartiendrait. J'ai été surprise d'entendre ces paroles. Il a ensuite demandé nos documents commémoratifs et mon nom. En l'entendant, il m'a demandé si j'étais azerbaïdjanaise. J'ai répondu que oui, j'étais azerbaïdjanaise. Nous avons parlé en arménien et d'une main tremblante, il a écrit sur mon certificat « Pour ma chère Sargia, pour un bon souvenir » et il l'a signé. Pouvez-vous imaginer qu'en 1968, Mikoyan a déclaré devant les participants du congrès des enseignants au sujet de la déportation des Azerbaïdjanais d'Arménie et de la prise du Karabakh, les terres de l'Azerbaïdjan jusqu'à Kurdamir, y compris le Karabakh, sont les nôtres. Et à la fin de tout cela, les derniers Azerbaïdjanais, plus de 200 000 d'entre eux, juste à l'étape suivante du génocide, ont été expulsés d'Arménie en novembre 1988. Juste après, le Conseil suprême, le Parlement de l'Azerbaïdjan, a demandé au Parlement arménien d'accorder aux Azerbaïdjanais d'Arménie le même statut d'autonomie que celui dont jouissaient les Arméniens d'Azerbaïdjan à l'époque. Et le lendemain seulement, des Azerbaïdjanais ont été simultanément tués et expulsés de toute l'Arménie. 242 Azerbaïdjanais ont été tués. C'est ainsi qu'a été créée l'Arménie monotonique, qu'ils essayent de comparer au Japon, à l'Islande et à je ne sais qui d'autre. Même lors des rassemblements en Arménie en 1988, les journaux du centre de Moscou ont écrit qu'un académicien sonnait très fièrement à l'époque et c'est toujours le cas aujourd'hui, donc un académicien de l'Académie arménienne des sciences, sur la place du théâtre, a martelé qu'une occasion unique s'était présentée d'être nettoyé des Azerbaïdjanais. C'est ainsi que quelques jours seulement après les paroles de cet académicien, des pogroms ont commencé au même moment dans toute l'Arménie. En 3 semaines, il ne restait plus un seul Azerbaïdjanais en Arménie et 242 d'entre eux ont été tués. C'est ainsi que l'Arménie est devenue mononationale. Et un peu plus tard, lorsque Ter-Petrosyan est devenu président, il a déclaré que l'Arménie était le pays le plus stable de l'Union soviétique. Il s'est avéré que oui, dans la Géorgie multinationale, dans l'Azerbaïdjan multinational, c'est instable. On peut y soulever des minorités nationales et faire couler le sang. Mais en Arménie, nous nous sommes débarrassés des Azerbaïdjanais, il n'y a pas de problème, tout va bien. Il convient ici de rappeler Nareginjdeh. Ce n'est pas un collaborateur.
L'Allemagne l'a pris en charge en 1940, c'est-à-dire avant même la Grande Guerre patriotique, lorsque pour ainsi dire, l'Arménie est également entrée en guerre. Il est devenu un agent du SD et selon le procès de Nuremberg, non seulement les membres du SD, mais aussi leurs agents sont criminels de guerre. Il y a donc un monument à la mémoire d'un criminel de guerre en Arménie. Et c'est sur quoi je veux attirer l'attention. Il y a Jday, il y a Andranik. Pourquoi étaient-ils célèbres? Ils ont procédé à un nettoyage ethnique. Même le film montre qu'il est allé libérer des villages azerbaïdjanais. Qui peut me dire combien de villages ont une population turque ici? Il y en a un peu plus de 200, commandant. Nous allons libérer ces villages, et que la main droite de Vaagd nous aide. Allons-y. De qui allait-il se libérer? De la population civile? C'est aussi un indicateur de ce qui est considéré comme de l'héroïsme en Arménie. C'est-à-dire qu'une personne qui a tué des civils est un héros. À mon avis, nous devons reprendre nos esprits à ce stade. Et encore un fait. Pourquoi l'Azerbaïdjan a-t-il montré lors du défilé une voiture portant un grand nombre de plaques d'immatriculation arménienne sur lesquelles était plié le mot Karabakh et l'Azerbaïdjan? Ce faisant, nous avons montré la différence. Après tout, ici, nous disons aussi que nous avons libéré. Et vous avez aussi dit libérer. Pour quiconque ne comprend pas l'essence du conflit, il suffit de regarder ce qui est démontré. Ici, les Azerbaïdjanais ont montré ces chiffres, ainsi que les Arméniens. Mais au Karabakh, les Arméniens ont réussi à dresser un mur de plaques d'immatriculation de voitures civiles, de voitures de malheureux réfugiés qui ont abandonné leurs voitures et se sont enfuis. De ces mêmes territoires, de ces mêmes villages et villes qui ont été rayés de la surface de la terre. Que faut-il, quel esprit faut-il pour enlever les plaques d'immatriculation de ces voitures civiles et les exposer sur un stand? En d'autres termes, il s'agit de montrer de quoi ces territoires ont été libérés. De civils, puisque ces voitures étaient ceux de civils. L'Azerbaïdjan a répondu par des numéros de voitures prélevés sur des véhicules militaires arméniens, sur lesquels était inscrit Ministère arménien de la Défense. Voilà la différence entre les mots libérés. L'Azerbaïdjan s'est libéré de forces armées du corps expéditionnaire des forces armées arméniennes qui occupaient 20% du territoire de l'Azerbaïdjan. En général, en parlant de mononationalité, il y a une expression d'un érudit arménien qui l'a appelée désazerbaïdjanisation. L'Arménie est devenue mononationale grâce au processus de désazerbaïdjanisation dont le début a été enregistré par Griboyedov, qui en fait a commencé à réinstaller les premiers Arméniens dans le Caucase. En d'autres termes, dès qu'il a réinstallé des Arméniens dans le Caucase, ce qui pour une raison quelconque est soigneusement dissimulé, il a immédiatement enregistré le processus d'éviction de la population azerbaïdjanaise locale par les Arméniens. Mais ce n'est pas seulement la population qui a été évincée. L'architecture azerbaïdjanaise a également été détruite à ce moment-là. Ce que l'on peut également appeler la désazerbaïdjanisation. Et le magnifique palais d'Erevan Sardar, qui était considéré comme le plus beau bâtiment d'Orient, ses destructions ont atteint un tel degré que même des scientifiques russes ont dû faire appel au tsar Nicolas II pour lui demander de le restaurer. Je peux même citer l'académicien Mar, qui dirigeait cette commission, dans sa formulation « Le prestige de la Russie, en tant que pays civilisé occidental, exige que s'il est impossible de créer quelque chose de glorieux en son nom dans les banlieues culturelles de l'Est, en termes d'entreprise culturelle, il faut au moins ne pas la glorifier en tant que destructrice. Cette prétention à l'honneur est renforcée par le fait que les monuments sont situés dans des lieux où la population musulmane est importante, par exemple la ville d'Erevan, et à proximité de la Perse et de la Turquie. Le traitement attentif du palais Sardar en particulier est également dicté par la mémoire de l'empereur russe Nicolas Ier qui a visité Erevan en 1837 et a séjourné au palais Sardar, et de l'écrivain russe Griboyedov dont la comédie Woe from Wit a été mise en scène au palais Sardar pour la seule fois de son vivant avec sa participation. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a mis les photos de Yermakov, très probablement Yermakov, sur la table de Nicolas II avec son rapport.
et en 1912, Nicolas II a ordonné la restauration du palais Sardar et de toute la forteresse d'Erevan. Malheureusement, un an plus tard, la Première Guerre mondiale a éclaté et il n'était pas possible d'arrêter quoi que ce soit. Mais déjà sous l'Union soviétique en 1964, tous ces bâtiments ont été victimes des bulldozers. Naturellement, nous pouvons affirmer avec une certitude absolue que tout cela s'est fait sous le patronage d'Anastas Mikoyan, qui était à l'époque l'homme numéro 2 de l'Union soviétique. Au Japon, les Japonais ont vécu et continuent de vivre. Au Japon, l'architecture historique a été préservée. Au Japon, les localités étaient appelées par des noms historiques et ces noms sont préservés aujourd'hui. En fait, personne n'a expulsé les Japonais. Ils ont vécu et continuent de vivre. Et personne n'a déplacé qui que ce soit vers eux. En revanche, voilà ce qui s'est passé en Arménie. L'Arménie était le Khanat azéri d'Irévan. Elle est devenue l'Arménie. Dans cette Arménie moderne, toute l'architecture azerbaïdjanaise a été détruite et remplacée par une architecture arménienne. Tous les noms historiques ont été remplacés par de nouveaux noms arméniens. Tout, absolument tout. Enfin, tous les Azerbaïdjanais jusqu'au dernier ont été expulsés. Ainsi, les Arméniens ont été déplacés vers le Khanat d'Irévan et le processus d'expulsion des Azerbaïdjanais, de destruction de l'architecture, de changement des noms des toponymes et enfin de changement du nom du pays a commencé. On commença à appeler Arménie alors qu'il n'y avait jamais eu d'Arménie ici. Un génocide sans précédent dans l'histoire de l'humanité a été commis en Arménie. Sans précédent. Je ne connais aucun autre pays où toute l'architecture historique a été détruite et modifiée, où tous les noms historiques ont été changés et où tous les peuples ont été expulsés par le feu et l'épée, par le meurtre. Je n'ai jamais vu un tel génocide nulle part. Ils ont détruit toute l'architecture. Ils ont laissé une zone de la taille du Liban en ruine. Ils ont expulsé 1 million de réfugiés qui voulaient revenir. Après la libération, il s'est avéré que pas une seule maison n'était restée intacte. Les gens ont gardé leurs clés, en se disant qu'ils retourneraient dans leur maison. Les clés sont restées, mais les maisons ont disparu. Et cela n'a pas été fait par des étrangers, mais par des Arméniens. Par conséquent, comme l'Arménie est devenue mononationale, 20% du territoire de l'Azerbaïdjan, notre Karabakh, est devenu mononational. Il est devenu aussi mononational que l'Arménie. Ce n'est aujourd'hui qu'au XXIe siècle que nous avons tout réglé. Il ne sera pas possible de le cacher. Divisons le processus de désazerbaïdjanisation en plusieurs étapes. La première étape peut être appelée l'étape sous la Russie tsariste, c'est-à-dire de 1828, lorsque la Russie tsariste a commencé à réinstaller les Arméniens dans le Caucase, où il n'y avait jamais eu d'Arménie, jusqu'en 1918, lorsque l'Arménie est devenue un État indépendant. Les Azerbaïdjanais ont été chassés et l'architecture azerbaïdjanaise a été détruite. La deuxième étape est celle de l'indépendance de l'Arménie en 1918-1920, c'est-à-dire l'étape du gouvernement d'Achnak en Arménie. À ce stade, bien sûr, la désazerbaïdjanisation a atteint son apogée, sa barbarie maximale, sa cruauté sans précédent, compte tenu des chiffres que nous avons donnés. Imaginez qu'au cours des 2 années de règne des Dachnaks, ils aient réussi à tuer 130 000 Azerbaïdjanais, soit 40% de la population, que les chiffres des scientifiques arméniens indiquaient. Autrement dit, ils ont tué 130 000 Azerbaïdjanais sur 440 000 et en ont expulsé 240 000. Et c'est exactement la période où le fragment du film que nous avons montré, où Naragin Jday dit « Allons et libérons 200 villages », c'est ainsi qu'ils ont libéré par le feu et l'épée. Il s'agissait d'un véritable génocide de la population azerbaïdjanaise. Après 2 ans de règne des Dachnaks, il ne restait plus que 10 000 Azerbaïdjanais. L'étape suivante peut être qualifiée de période soviétique de désazerbaïdjanisation de 1920, année de l'établissement du pouvoir soviétique en Arménie, à 1988, c'est-à-dire le début du mouvement du Karabakh. Pendant cette période, la forteresse d'Irévan a été passée au bulldozer. Même si Nicolas II a réussi à convaincre de la nécessité de restaurer l'architecture azerbaïdjanaise et qu'il a signé un décret qui n'a pas pu être appliqué. C'est ainsi que les Arméniens, menés par Mikoyan, parvinrent à détruire complètement la forteresse.
En 1964, l'ensemble de la forteresse d'Irevan, soit plus de 800 bâtiments, est passé sous le couperet du bulldozer. Et le plus important, le décret de Staline, deux décrets de 1947 et 1948 sur la déportation des Azerbaïdjanais d'Arménie. Enfin, la quatrième et dernière étape est le début du mouvement pour le rattachement du Karabakh à l'Arménie en 1988-1989. Puis, ayant compris que le mouvement nationaliste était menacé, la question des Azerbaïdjanais vivant en Arménie, beaucoup plus nombreux que les Arméniens vivant au Karabakh, a été soulevée. Puis en l'espace de 3 semaines, l'Arménie a été débarrassée des Azerbaïdjanais, et pour être tout à fait précis, ils ont été tués en Arménie pendant une quinzaine de jours, et la 3e semaine, ils sont morts de froid. 49 personnes sont mortes en chemin, parce qu'elles se sont enfuies pratiquement pieds nus à travers les montagnes vers l'Azerbaïdjan. Ainsi, 242 Azerbaïdjanais ont été tués en 3 semaines. Le pouvoir soviétique était encore en place à l'époque. Ils ont été battus, leurs jambes ont été brisées. Ils ont pris tout ce qu'ils avaient. Il ne restait que le bébé. Ils ont tué la mère. C'est ainsi que je serai perdu. 3 de mes enfants ont disparu et je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Toutes les familles sont dispersées sur les routes. Personne ne se souvient aux enfants. Certains se sont enfuis de l'école, d'autres de l'institut, d'autres de l'usine. Ils se sont tous enfuis. Il est impossible de retrouver qui que ce soit. Nous ne savons même pas s'ils sont en vie. Il est remarquable qu'à Dilijan, le Premier ministre Nikol Pachinian ait réuni quelques activistes et qu'un événement exceptionnel se soit produit. Je dirais que c'était la première fois que le député arménien Gurgen Arsenian, parlant du règlement des relations arméno-azerbaïdjanaises, déclarait que la plus grande erreur avait été le nettoyage de l'Arménie des Azerbaïdjanais à la fin des années 1980. Il faisait référence à cet épisode précis où l'Arménie s'est retrouvée sans un seul Azerbaïdjanais en 3 semaines. Comme je l'ai dit, cela est dû au fait que notre Parlement a proposé au Parlement arménien de donner aux Azerbaïdjanais vivant en Arménie le même statut qu'aux Arméniens d'Azerbaïdjan. Dans le cas contraire, nous avons proposé d'annuler également le statut d'autonomie des Arméniens du Karabakh. Voilà ce qui en est, il s'agit d'une mononationalité.